Bonjour à toutes et à tous, nous vous souhaitons la bienvenue à cette séance d'information sur un réforme APE, dont une partie sera axée sur le secteur de l'enfance. Cette séance d'information est organisée par la FIL et par la CODEF. Dans cette seconde vidéo, M. Claude Frédéric vous expliquera comment et quelle sera la future relation entre le forum et les associations. Merci. Voilà, donc le PowerPoint est partagé. D'ores et déjà, bonjour à toutes et à tous. L'objet ici de mon intervention, et je vais essayer d'aller assez vite, c'est de ne pas reprendre l'ensemble de ces explications et présentations. L'objet est plutôt de voir concrètement la conséquence, justement, au quotidien des éléments qui ont été proposés par Benjamin Birler. Vous pouvez passer à la dia suivante d'ores et déjà. Voilà, alors concrètement, quelles sont les grandes modifications auxquelles vous allez être confrontés à partir du 1er janvier 2022? Je ne fais que ici, reprendre les propos de Benjamin, mais concrètement, ça signifie quoi? Et donc, il l'a d'ores et déjà expliqué en préambule, il y a la disparition du, passeport APE. Alors, la disparition d'un passeport APE se concrétise par le fait que vous allez avoir un recours à une base de données qui est située sur le site du Forum, qui existe d'ores et déjà aujourd'hui. Et cette base de données prend la forme d'un calculateur en ligne. Probablement que certains d'entre vous le connaissent déjà, c'est le calculateur en ligne pour les mesures impulsion. Donc, si vous engagez un travailleur en impulsion, vous pouvez vous assurer de son éligibilité à cette aide via un calculateur en ligne. Ce calculateur en ligne est logé dans des espaces personnels propres à chaque employeur et à chaque demandeur d'emploi, en l'occurrence ici aussi. J'y reviendrai d'ici quelques instants. Mais donc, à partir du moment où vous souhaitez engager un travailleur, soit en impulsion et à partir du 1er janvier 2022 sous le statut APE, il sera nécessaire d'aller vérifier à la veille de l'engagement de celui-ci, via son numéro de registre national, s'il est effectivement bien à la veille de l'engagement, heu, demandeur d'emploi, inoccupé ou assimilé. Donc ça signifie, ici 2 éléments importants que Benjamin Birler a expliqués. Ce sont 2 fondamentaux de 2 principes de la réforme. À la fois, il y a le principe de simplification et là, je pense que vous allez pouvoir l'apprécier durant, les, quelques slides que je vais vous, présenter. Mais aussi, il s'agit encore d'une aide à l'emploi. Elle est sacralisée comme aide à l'emploi, à la fois au départ par la déclaration de politique régionale, mais aussi au niveau, du décret et de l'arrêté d'exécution qui est en train d'être pris, qui, précise bien toutes les modalités qui sont en lien avec, la notion d'aide à l'emploi. Donc ici, on est dans cette version d'aide à l'embauche, donc il s'agit bien ici d'occuper des travailleurs, enfin des demandeurs d'emploi inoccupés à la veille de l'engagement. Donc disparition du passeport APE, il n'aura plus lieu que, le demandeur d'emploi que vous souhaitez engager soit porteur de ce passeport, vous serez, vous, amené à devoir vous renseigner sur le site du Forum pour savoir si le travailleur envisagé est bien dans les conditions pour entrer dans le dispositif APE. Deuxième principe de simplification, donc tous les mois actuellement, si vous faites partie du secteur privé non marchand ou tous les trimestres si vous êtes plutôt du secteur, public, vous introduisez des états de prestation. Ces états de prestation sont introduits, pour la mi du mois qui suit le mois de référence, donc pour le 15 février quand il s'agit des prestations du mois de janvier. C'est sur la base de ces prestations dans lesquelles vous indiquez, par exemple, les rémunérations soumises à ONSS que vous avez, pris en compte dans le salaire du travailleur, eh bien, ces états de prestation n'auront plus lieu d'être. Comme l'a précisé une fois encore Benjamin Birler, il n'y aura plus de référence aux prestations, du travailleur. On y reviendra et donc tous les mois, vous ne devez plus, introduire ces aides de prestation. La dernière fois que vous devrez le faire, ce sera le 15 janvier 2022, mais pour la, liquidation de la subvention de référence de décembre 2021. Quel sera le déclencheur dès lors de la liquidation de la subvention? Donc, comme il vous l'a déjà été expliqué, c'est une subvention qui sera liquidée en 4 tranches par anticipation au, 25,
au 25 du premier mois du trimestre concerné, donc le 25 janvier, le 25 avril, le 25 juillet et le 25 octobre, toujours en anticipation du trimestre concerné. Quel sera le déclencheur? Il n'y en aura pas. C'est-à-dire que le déclencheur de la subvention sera le fait que, c'était, je dirais, dans les premiers slides de Benjamin Birler, c'est à partir du moment où vous êtes dans la notification d'une décision d'octroi de la subvention, donc une seule et unique décision d'octroi. Dans cette décision d'octroi, si vous vous souvenez, il y avait le rappel, en tout cas, il y avait le principe de la subvention dont vous serez bénéficiaire, mais aussi les obligations en termes de volume global de l'emploi et le volume pérennisé. Eh bien, à partir du moment où vous recevez cette décision qui vous parviendra fin décembre, elle vous sera notifiée et en fait, rien que le fait d'être titulaire de cette, notification de décision fera en sorte que, automatiquement, je dis bien automatiquement, la subvention sera liquidée 4 fois par an, en janvier, en avril, au mois de juillet et au mois d'octobre. Le forum devient donc bien votre seul interlocuteur. Il n'aura plus lieu d'introduire des demandes de nouvelles décisions, ou les rapports d'activité auprès de l'administration du SPW au niveau de la région wallonne. Ce sera bien auprès du forum que les décisions, seront gérées, aussi les rapports d'activité auprès desquels vous devrez les introduire. Fin des points PE, fin des réductions de cotisations sociales. J'y reviendrai tout à la fin, concernant les relations qu'il y aura lieu d'avoir au niveau de l'ONSS. Cependant, la subvention, sera calculée, sur la base du forfait que vous a expliqué, Benjamin Birler. Donc l'augmentation du volume, de travailleurs pérennisés, ne va pas augmenter l'enveloppe de la subvention. Contrairement aujourd'hui où, plus vous engagez le travailleur sur statut APE, plus la référence aux réductions de cotisations sociales va augmenter évidemment. Donc ici, il s'agira bien d'une enveloppe fermée de, subventions, que vous recevrez. Et puis, en termes de facilité et de simplification administrative, il y aura la disparition de la notion de fonction. Vous pouvez se passer au slide suivant. Alors, si maintenant on devait schématiser, la gestion de ce qui est attendu, par rapport à vous au niveau de la gestion de la mesure, on peut considérer qu'il y a 3 blocs. Le premier bloc, et vous le verrez, Benjamin vous a parlé de la liste des travailleurs APE et donc comment ceci va-t-il être géré? À partir du 1er janvier 2022, nous allons, heu, nous allons mettre en ligne la liste des travailleurs APE qui sont renseignés chez vous. Donc actuellement, nous avons, nous, la liste des travailleurs que vous renseignez mensuellement ou trimestriellement. Cette liste sera donc systématiquement mise à jour et au 1er janvier 2022, nous allons pousser dans votre, espace personnel la liste des travailleurs APE tels que nous les connaissons au 31 décembre 2021. À partir du 1er janvier 2022, votre obligation principale sera de maintenir à jour cette liste. Par principe de modification de contrat, par entrée, par sortie. Donc par entrée et par sortie, ça signifie, bah, voilà, un CDD qui se termine, un contrat de remplacement qui se termine, un nouveau travailleur qui est engagé. Vous devrez, renseigner ce travailleur que vous déclarez en APE évidemment, vous devrez le renseigner, dans cette liste. Donc une fois encore, la notion d'aide à l'emploi ici trouve à se concrétiser par le fait que vous devrez vous assurer que le travailleur que vous installez, que vous, imputez dans cette liste, soit bien soit bien un demandeur d'emploi inoccupé à la veille de l'engagement. Et comment vous en assurez? Vous vous rendez en fait sur votre, espace personnel, j'y reviens tout de suite, et là vous allez interroger le calculateur pour vous assurer qu'à la veille, le demandeur d'emploi est bien, inoccupé. Ensuite, soyez bien attentif aussi que, Benjamin Birler vous a
a quand même fait plusieurs fois référence à des sources authentiques. Une source authentique, c'est quoi? Bah, c'est pour nous aller rechercher auprès d'un autre organisme public des informations et ces informations seront de 2 ordres dans le cadre de la gestion courante du dispositif. À la fois aller rechercher les informations au niveau de la DMFA, donc la DMFA, c'est la déclaration ONSS trimestrielle que vous envoyez, enfin généralement c'est votre secrétaire social que vous envoyez. Nous allons aller capter tout un ensemble d'informations dans cette DMFA pour les contrôles qui vont venir. Mais aussi à côté de ça, nous irons nous renseigner auprès de la DIMONA, donc la déclaration immédiate à l'emploi, pour nous assurer que le travailleur que vous renseignez dans la liste est bien déclaré chez vous. Donc, soyez très attentifs au fait qu'il y aura dorénavant euh, et de manière très accentuée des contrôles croisés entre les différentes administrations. La grande flèche bleue, c'est vraiment votre gestion courante. Donc, cela remplace bien les états de prestation que vous devez introduire mensuellement. Ensuite, l'année suivante, en année dit N+1, nous allons effectuer effectivement les 3 grands contrôles du dispositif. Et c'est en ça que, on y retrouve une deuxième dimension du fait qu'il s'agit toujours bien d'une aide à l'emploi, c'est le maintien à l'emploi. Alors, le contrôle du volume de l'emploi pérennisé, c'est bien les travailleurs APE, c'est bien les travailleurs qu'on va retrouver sur cette liste. Donc, dans la décision de notification d'octroi de la subvention, Benjamin vous a parlé des équivalents temps plein pérennisés. Vous devez respecter ces équivalents temps plein pérennisés, à savoir les équivalents temps plein APE que vous avez reçus. Vous devez respecter ce volume de travailleurs. Ensuite, il y a le volume global de l'emploi. Donc, Benjamin a été très clair sur le sujet. Donc, on va prendre en compte, de par la DMFA, de l'ensemble des travailleurs déclarés auprès de votre structure et renseignés dans la DMFA et de nous assurer que vous avez bien respecté ce volume global de l'emploi. Bien entendu, comme il a été précisé, si celui-ci est amené à évoluer dans le temps et ici en l'occurrence à la baisse, il pourra y avoir des principes de dérogation pour recalculer ce volume global de l'emploi futur à partir du moment où, par exemple, vous avez perdu une partie de votre activité, une partie s'est éteinte au niveau de vos activités, par exemple la fin d'un agrément ou la fin d'une subvention qui conduit en fait à une fin d'une partie de l'activité de votre structure. Donc, vous ne serez pas sanctionné par rapport à cet élément-là, pour autant que vous introduisez bien une déclaration de dérogation auprès de nos services. On aura le temps d'y revenir dans le courant de l'année 2023 à ce stade-là. Le contrôle du coût effectivement supporté par l'employeur, il s'agit donc bien ici de comparer la subvention dont vous allez pouvoir bénéficier à partir de 2022 au regard de l'occupation des travailleurs APE qui sont renseignés dans la liste. Et dès lors, nous allons effectuer un contrôle sur la base de la DMFA, comme l'a précisé Benjamin Berler, donc sur 3 éléments. Le premier, c'est un champ qui est plutôt lié à l'origine qui est la source authentique, à savoir la DMFA, les rémunérations, les cotisations sociales et il y a un recalcul des pécules de vacances. Il y a un deuxième bloc qui est celui d'un forfait. Ce forfait, il s'agit de, de dépenses qui sont habituelles auprès pour un employeur, à savoir les frais de sécurité sociaux, les frais de la médecine du travail et les frais de l'accident de travail, d'assurance accident de travail. Là, il y aura un forfait pour faciliter la vie de tout le monde. Ce sont des forfaits qui ont été établis en comparaison avec ce qu'on retrouve sur le marché aujourd'hui. Et puis, il viendra un troisième volet, si cela s'avère encore nécessaire, à savoir d'aller, pour vous, de nous renseigner éventuellement des frais de déplacement, domicile, lieu de travail du travailleur. Donc pas les frais de mission, mais bien les frais domicile, lieu de travail et éventuellement les titres repas qui sont octroyés à votre personnel. Alors, je ne vais pas paraphraser Benjamin, mais je crois que c'est un élément auquel vous devez être extrêmement attentif. Donc, c'est un ensemble de contrôles équilibré. Quand je dis équilibré, c'est-à-dire que le contrôle, par exemple, du volume de l'emploi pérennisé et on va prendre un exemple. Donc, nous avons une travailleuse, puéricultrice, par exemple. Celle-ci vous informe qu'elle est enceinte. Donc, a priori, normalement, il va y avoir d'abord un congé prophylactique d'écartement et puis il y aura le congé de maternité. Ensuite,
éventuellement le congé prophylactique d'allaitement et puis encore éventuellement un congé parental. Voilà, c'est un scénario qui n'est pas inédit, c'est assez, c'est une situation assez récurrente. Quelle est la particularité de ce type de situation? C'est que, vous n'avez pas vous n'êtes on n'est pas dans un salaire garanti. À aucun moment dans l'exemple que je vous prends, il y aura un salaire garanti à la charge de l'employeur. Comment va se calculer le volume de l'emploi pérennisé dans ce cadre-là? En fait, dans la mesure où, la travailleuse ici est toujours renseignée à la DMF, toujours renseignée au niveau d'un contrat de travail actif, bien qu'il n'y ait pas de prestation comme l'a précisé, Benjamin, mais ni de rémunération, dans le volume de l'emploi pérennisé, elle reste comptabilisée. Elle est à temps plein chez vous dans un contrat de travail à temps plein. Il y a une suspension des prestations pour tout un ensemble de circonstances. Malgré tout, votre volume de l'emploi pérennisé au regard de ce travailleur, il est garanti, il est maintenu. On tient compte en fait de cette travailleuse. Par contre, soyez extrêmement attentifs qu'au regard du contrôle du coût effectivement supporté par l'employeur, ben, il n'y a plus de salaire, à votre charge par rapport à ce travailleur et dès lors, eh bien, il pourrait y avoir, dans ce cadre-là, un risque de sursubventionnement. Alors comment est-ce que nous allons le faire? Nous allons analyser chaque travailleur renseigné dans le volume, de l'emploi pérennisé. Nous allons faire la somme totale du coût que vous supportez pour l'ensemble des travailleurs remplis sur la liste de l'emploi pérennisé et on la met au regard de la subvention que vous avez, perçue pour l'ensemble de ces travailleurs et si la subvention est supérieure à l'ensemble du coût supporté par l'employeur pour les travailleurs RAPE, alors il y aura un risque de, récupération d'indus si vous n'êtes pas en mesure de pouvoir justifier des montants complémentaires. Donc soyez extrêmement attentifs dans cet équilibre. Si il n'y a pas de coût supporté par l'employeur, vous respectez peut-être le volume de l'emploi pérennisé, mais il y a un risque peut-être de récupération d'indus si la somme des rémunérations et des coûts, inhérents sont inférieurs à la somme de la subvention. Soyez extrêmement attentifs à cet équilibre. Et puis enfin, en termes de troisième bloc, je dirais, d'obligations, annuellement, vous devrez introduire, et c'est déjà le cas aujourd'hui, hein, mais vous devrez introduire un rapport d'exécution. Donc, la finalité de ce rapport d'exécution, c'est bien de s'assurer, enfin, en tout cas, c'est de s'assurer de l'affectation à quelle activité les travailleurs APE sont attitrés. Ce rapport devra être introduit pour le 31 mars, pour la première fois pour le 31 mars 2023. Donc chaque année, à la fin du premier trimestre de l'année qui suit de l'année de référence, vous devrez introduire ce rapport. Il y aura un espace dédié sur le site, du forum dans lequel vous pourrez introduire ces différents éléments. Je ne suis pas encore en mesure de vous présenter aujourd'hui. Nous aurons le temps durant l'année 2022 de pouvoir, développer ce modèle. Vous pouvez passer même la dia suivante. Voilà, alors en termes d'échéancier en cours, aujourd'hui, il y a clairement 4 moments, de communication et d'échange, que le forum va ou a avec vous. Alors a eu aussi déjà, donc vous avez dû recevoir en janvier 2021 un courrier, vous annonçant d'ores et déjà et vous confirmant, la réforme, telle qu'elle arrive. Elle vous a, dans ce courrier, on vous a indiqué les modalités principaux de calcul de la nouvelle, subvention et le calcul de cette subvention, y étaient, référencés les, 4 valeurs dont, Benjamin Birler vous a, exposé les contenus. À partir de ce courrier, vous avez eu donc l'occasion sur le site du forum avec je vais essayer de couper mon GSM parce qu'en même temps j'entends toutes les, notifications de vos interpellations sur Teams et c'est vrai que c'est assez perturbant. Donc sur le site du forum et toujours d'actualité aujourd'hui, vous avez, ce simulateur qui vous permet d'estimer la subvention dont vous pourrez bénéficier à partir du 1er janvier 2022. Ce simulateur est toujours en ligne. Si vous n'avez pas eu l'occasion de pouvoir, exercer cette faculté, tout simplement parce que le courrier, s'est perdu entre-temps, entre le siège d'exploitation, l'adresse courrier ou le siège social, pas de panique. Vous pouvez toujours, prendre contact avec, le forum,
via la boîte, email reform.ape@forum.be. Vous demandez simplement de pouvoir bénéficier du nouveau courrier, on vous l'enverra par email, hein, cette fois-ci, ça ira beaucoup plus vite et vous pourrez alors à ce moment-là estimer la subvention en 1er janvier 2022. Hem, Vous avez dû recevoir, si ce n'est pas le cas, une fois encore, je vous renvoie à la reform.ape@forum.be. Vous avez dû recevoir, il y a à peu près 2 semaines maintenant, un courrier vous invitant, si ce n'est pas déjà le cas, à activer un compte individuel employeur sur le site du forum. Dans la mesure où on est vraiment sur un modèle fortement simplifié, on va passer par une plateforme, dédiée au dispositif APE afin de vous permettre de gérer quotidiennement à la fois la liste du personnel, mais aussi tout élément de démarche administrative que vous allez devoir entamer. Que ce soit l'introduction du rapport d'activité, que ce soit des demandes de dérogation par rapport à des volumes de l'emploi. Le fait qu'il y ait des cessions de subventions alors, qui seront en cours ou à demander, alors à ce moment-là, vous passerez par cette plateforme. Donc il y a 15 jours, vous avez dû recevoir ce courrier pour activer ce compte. Si ce n'est pas le cas, si ça ne vous dit absolument rien, renseignez-vous près de votre service administratif et sinon prenez contact avec le forum via cette adresse mail reformat.be pour qu'on vous refasse parvenir ce courrier parce que ce courrier contient des informations qui vous sont propres et ces informations qui vous est propre, c'est un identifiant, qui vous permet de vous authentifier auprès du forum pour avoir accès à cette plateforme APE. J'y reviens d'ici quelques secondes. Donc ça, c'est un premier courrier. Soyez extrêmement attentifs à celui-ci, sans cet espace, il sera impossible pour vous de travailler dans le cadre de ce nouveau modèle, organisationnel. Hem, le second courrier qui a été envoyé en septembre ne vous concerne pas directement, mais probablement indirectement. Donc ce courrier, vise, comme l'a précisé Benjamin, vise à, inviter employeurs, les organismes, titulaires d'une décision APE, mais pour lesquels ils en ont fait une partie de cession. Donc ce sont des cédants. Ces cédants sont invités à, prendre position par rapport à aux sessions qui sont en cours au 30 septembre 2021 jusqu'au 30 novembre, 2021 via l'espace personnel plateforme APE, maintenir ou pas la session qui est en cours. Enfin, en décembre 2021, et là, a priori, ce ne sera pas un courrier, mais ça sera bien notifié sur votre, espace personnel. Ce sera le modèle de, décision d'octroi de la subvention, comme vous l'a précisé, Benjamin Birler, à savoir la subvention octroyée, le respect, la référence au volume global de l'emploi, la référence au volume de l'emploi pérennisé et si, je ne sais pas si ce sera le cas dans l'auditoire aujourd'hui, mais si c'est le cas aussi le nombre de travailleurs maximum à occuper en région bruxelloise puisque les modalités de fonctionnement à Bruxelles, seront différentes à partir du 1er janvier 2021, de 22 entre Bruxelles et la région wallonne. Et puis à partir du 1er janvier 2022, eh bien la liste des travailleurs sera en ligne. Et donc à partir du 1er janvier 2022, à vous de jouer pour, la mise à jour quotidienne, si c'est nécessaire, de cette liste. On peut passer à la dia suivante. Alors la dia suivante, est un extrait du courrier que vous avez reçu, que vous auriez dû recevoir il y a à peu près 15 jours et donc vous précise le petit schéma ici, étant ce que vous devez faire pour créer cet espace personnel. Donc vous faites la demande sur un formulaire qui est dédié à cette action spécifique sur le site du forum. Vous faites la demande d'un compte, la création de compte employeur. Nous le créons pour vous. Nous vous envoyons un email, vous l'activez. Ça, c'est vraiment si vous n'êtes pas titulaire d'ores et déjà d'un compte, employeur. Hem, la notion d'employeur cédant, c'est un employeur qui a cédé une partie de sa décision. Personne ici dans l'auditoire qui fait partie du secteur non marchand est cédant à ce jour.
100% des cédants sont aujourd'hui, à ce jour, des employeurs du secteur public. Et si vous êtes dans une situation de cession, vous ici aujourd'hui, vous êtes plutôt alors cessionnaire. Vous êtes bénéficiaire en fait de la cession. Voilà, ça c'était pour la parenthèse que je viens de voir passer. Donc ensuite, dans l'espace personnel employeur, une fois que vous êtes logué, alors il va se faire que, vous allez avoir donc vous vous loguez, vous avez une deuxième étape à franchir sur la base du courrier qu'on vous a envoyé. Vous avez un identifiant unique pour vous permettre de vous connecter à l'espace spécifique, à la plateforme spécifique de gestion du dispositif APE. Donc, soyez extrêmement attentifs à cela. Si maintenant, ce courrier ne vous dit absolument rien, si ce courrier s'est perdu, entre-temps, reprenez contact alors avec le forum. Donc c'est, l'adresse mail qui est connue, donc reform.ape@forum.be. J'insiste vraiment, ne passez pas à côté de cette démarche. La plateforme APE est déjà en ligne aujourd'hui, mais elle ne produit aucune fonctionnalité. Elle est simplement là, existante. Si vous y allez, vous vous rendrez compte qu'il n'y a aucune fonctionnalité, aucune démarche à entreprendre. L'ensemble des fonctionnalités vont se déployer au fur et à mesure du déploiement de la réforme. Donc, d'ici 15 jours, les employeurs cédants pourront commencer à y introduire le maintien des sessions. Et en ce qui vous concerne vous personnellement, à partir de fin décembre, il y aura dans votre boîte le calcul, enfin la notification de la décision, d'octroi, et à partir de 2022, vous aurez l'occasion de travailler sur cette liste des travailleurs. Qu'est-ce donc cette liste des travailleurs? On peut passer au slide suivante. Alors, si vous vous, loguez sur, cette plateforme APE, aujourd'hui vous ne verriez pas tout ça, vous ne verriez que mes messages, maintien de session n'est pas encore en ligne. Heu Normalement, à partir du 1er janvier 2028, voici ce que vous, y retrouveriez. Vous y retrouveriez un espace tel que celui-ci. Si vous allez sur gérer mes travailleurs, on peut passer au slide suivant. Concrètement, ce que ça représente, c'est ceci. Donc, vous avez une liste et c'est cette liste que vous devez mettre à jour, à savoir donc la liste des travailleurs. Vous avez d'abord le numéro de registre national, nom, prénom du travailleur. Vous avez l'unité d'établissement à renseigner, le régime de travail du travailleur. Régime de travail, je vais dire suivant le contrat de travail. Donc, prenons le cas d'un travailleur, sous Maribel. Ce sera s'il est mi-temps Maribel, mi-temps APE, vous renseignez le mi-temps APE, pas le mi-temps Maribel, par exemple. Date de début du contrat, date de fin du contrat. Et si vous souhaitez maintenant de faire évoluer, à savoir, faire engager un nouveau travailleur, vous cliquez sur ajouter un travailleur. On peut passer au slide suivant. Et ajouter un travailleur, c'est jamais qu'une petite fiche comme celle-ci, numéro NIS, nom, prénom, date d'entrée, date de sortie du contrat. Suivant le type de est-ce que c'est la liste générale, ou alors est-ce que c'est un appel à projet, ou alors est-ce que c'est une licence multiple? Ça vous concerne pas, mais un appel à projet, par exemple, vous vous renseignez sur quelle décision vous mettez le travailleur, l'unité d'établissement et le régime de travail. On peut passer à la slide suivante. S'il s'agit de faire évoluer la liste des travailleurs, on peut passer à la slide suivante. Alors, s'il s'agit simplement de faire évoluer, par exemple, vous aviez d'abord un contrat à durée déterminée, celui-ci est arrivé à son échéance, vous prolongez le contrat du travailleur, eh bien, vous allez simplement modifier, les données de contrat pour, prolonger le contrat de travail. S'il y a une modification du champ de décision, vous pouvez, modifier la décision. S'il y a une modification du régime de travail, vous pouvez modifier le régime de travail, tout en sachant que, voilà, si c'est un travailleur qui est à temps, si vous il y a un travailleur à temps plein, il passe à 4/5 parce qu'un cinquième est en interruption de carrière, vous laissez à temps plein. Vous ne chipotez pas à ça, on le prendra nous-mêmes, en compte. Pas de souci à ce niveau-là. On peut passer à la slide suivante. Voilà, alors, c'est le dernier slide. Donc ici, on est dans un volet beaucoup plus technique, mais qui est important d'avoir à l'esprit. Donc
les DMFA, vous avez bien senti que c'est quelque chose sur lequel nous sommes extrêmement attentifs parce que ce sera l'une des sources de données, pour, notre gestion de la mesure. C'est votre secrétaire social, hein, qui gère ça, mais il faut savoir que, hem, bien qu'il n'y aura plus de réduction de cotisations sociales calculée par le fait que nous avons un travailleur qui est déclaré comme contractuel subventionné comme travailleur APE, bien qu'il n'y ait plus cette réduction de cotisation sociale, il y a lieu de maintenir les codes, de contractuels subventionnés. Donc un travailleur qui est APE, il devra continuer à être déclaré comme travailleur APE sur la DMFA. Vos secrétaires sociaux sont globalement au courant. Nous sommes en contact avec eux assez régulièrement. J'ai une présentation avec eux ce lundi, avec l'Union des secrétaires sociaux, avec plusieurs aussi, fournisseurs d'applicatifs, et de solutions RH, et toutes ces informations leur ont déjà été, heu, données. Avec quand même le fait qu'il y ait, qu'on soit toujours dans un contrat dans une notion de contractuel subventionné déclaré comme tel à l'ONSS, il y a toujours des dérogations à des cotisations ONSL qui sont maintenues, et donc c'est quand même un incitant pour vous d'être particulièrement attentif auprès de votre secrétaire social, de quand il s'agira bien de renseigner un nouveau travailleur auprès de votre secrétaire social, toujours bien dire que c'est un travailleur APE pour qu'il le déclare comme tel au niveau de la DMFA, parce que ça vous permettra éventuellement d'éviter de financer des cotisations spécifiques qui sont toujours exonérées pour les contractuels subventionnés. Alors c'est une question qui est assez récurrente, donc je l'aborde ici. Donc L bien qu'il s'agisse ici d'une réforme, la réforme sacralise le fait que nous sommes toujours bien dans une aide à l'emploi. Cette aide trouve son origine dans la loi de 80 sur la résorption du chômage. Il s'avère donc de ce fait que, toujours au niveau fédéral, la loi sur le contrat de travail, donc 3 juillet 1978, contient toujours ce principe de dérogation, donc d'exception au niveau de la durée de préavis en cas de démission d'un travailleur, que je vais dire simplement ici APE, eh bien, la durée du préavis réduit reste toujours d'application. Donc, si vous avez un travailleur APE qui démissionne, la durée de son préavis sera toujours d'une semaine. À ce niveau-là, malgré la réforme, rien ne change. Voilà pour mon intervention. Merci pour votre écoute. Super. Merci beaucoup, à vous pour, cette présentation qui était très fluide. Mmh, Au niveau des questions que j'ai reçues, est-ce normal qu'il y ait un délai entre la demande de compte et le lien d'activation? Oui, en fait, ce sont des équipes chez nous qui sont amenées à activer, l'ensemble des comptes pour lesquels vous faites une demande en ligne, et vous allez recevoir dans les prochains jours, l'activation du lien. Comment les différents forfaits, frais annexes pour contrôle coût, et taux d'occupation moyen du secteur, taux moyen, donc ça sera plutôt pour Benjamin. Mais par contre, comment, les différents frais seront communiqués aux employeurs? Alors, en fait, ce sera bien par l'espace personnel, donc à partir du 30 juin 2023, ce sera pour la première fois. Nous allons travailler sur un principe d'alerteur. Cet alerteur aura pour objet d'attirer l'attention de l'employeur sur le fait que soit le VGE n'est pas respecté au regard de la référence, soit il y a un contrôle de coût effectivement supporté par l'employeur qui se résume à un solde négatif au niveau de l'employeur, à savoir que la subvention est supérieure au coût renseigné. À ce niveau-là, nous notifierons aux employeurs la situation. On retrouvera dans cette notification les différents éléments qui ont été pris en compte par travailleur alors, parce que c'est bien par travailleur que l'employeur aura l'occasion de corriger éventuellement ou de compléter la situation. Et donc, c'est via l'espace personnel que vous aurez accès à l'ensemble de ces informations. Euh,
Nous vous remercions vraiment, M. Birler et M. Frédéric, pour vos interventions et pour vos PowerPoint et explications.